La team, les nouvelles qui parviennent ne sont pas bonnes du tout pour la CEDEAO. Le président Sissoko Embalo vient de dire qu'il ne peut pas avoir du respect pour Alassane Ouattara parce que Ouattara n'est pas un exemple. Et donc, même s'il aime bien, même si le travail que Ouattara fait est formidable, selon lui, Ouattara n'est pas quelqu'un qui devrait aujourd'hui lui donner des conseils par rapport à ce qu'il doit faire dans son pays ou pas, parce que lui-même n'est pas un exemple. La team, je vais quand même d'abord vous montrer les raisons pour lesquelles le président de la Guinée-Bissau n'a jamais respecté la CEDEAO. Il vient de quelque part. Et quand il a commencé d'ailleurs, on croyait que c'était un panafricain. Je vais vous laisser ici écouter minutieusement d'où vient aujourd'hui son comportement et son attitude vis-à-vis de la CEDEAO. Lui qui a totalement oublié qu'il y a quelques années d'ici, il voulait faire la guerre au Niger, au Mali, au Burkina. Écoutez ces différentes vidéos avant que lui-même ne soit maintenant un membre de la CEDEAO. La Guinée-Conakry, où les manifestants sont tués, même au cimetière. CEDEAO n'a rien dit, même un mot. C'est pour cela que moi je dis que je suis vraiment très triste avec le comportement de la commission de CEDEAO. Et je respecte beaucoup, heureusement, le président en exercice de CEDEAO, qui est un homme que j'ai beaucoup d'affection parce que, je l'ai dit, c'est un homme qui a les têtes sur les épaules. Mais on ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible? Un président qui a passé 50 ans à l'opposition est en train de tuer et de massacrer les manifestants. Vous parlez de qui? Président Alpha Condé. Oui, ça, c'est pas la peine de chercher des mots, des musiques. Alpha Condé, que je connais très bien, que je connais des années, moi-même, je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne, mais il m'a déçu. Pourquoi tuer les gens, même au cimetière? Non. Mais moi, je pense que, avec son âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que, oui, mais là, qu'il est en train de réclamer encore troisième mandat, un homme de 95 ans. C'est pas normal. Moi, je pense que l'Afrique a besoin de nouvelles synergies et nouvelles énergies. L'heure a sonné pour la jeunesse. Même moi, qui parle là, j'ai 47 ans, je suis plus jeune. Là, d'ici 10 ans, je dois donner la nouvelle génération. Et lui qui a 95 ans, donc je pense que c'est notre grand-père, il doit prendre retraite. Les Maliens, ce sont quand même des humains. J'ai aussi entendu le président Embalo dire qu'en réalité, puisque le secrétaire général des Nations Unies a affirmé que ce ne sont pas des mercenaires, et donc, probablement, ce ne seraient pas des mercenaires. Ce raisonnement n'est pas convaincant. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la sortie du président en exercice de la CEDEAO, le président Embalo. Et bien, nous savions quand même, hein, depuis un moment, ce qui se fomentait, les positions qui sont en train d'être prises, tout simplement parce que les présidents ont compris que la Côte d'Ivoire a besoin d'être soutenue d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a un positionnement qui se ressent tout simplement. Alors, lorsqu'on entend le président Bissau-Guinée, qui est en même temps le président en exercice de la CEDEAO, donner son point de vue, son ressenti, et se mettre à la place des Maliens, bien sûr, c'est un point de vue strictement personnel, même si, quelque part, il parle en tant que président en exercice de la CEDEAO. S'il estime que les Maliens n'avaient pas à être aussi exigeants, c'est sans doute parce qu'il ne vit pas les réalités que les Maliens vivent. C'est sans doute parce qu'il n'a pas pris en compte tout ce que le régime malien a eu à vivre avec le président Ouattara, notamment dans tout ce qui a cheminé, ou en tout cas ce qui a caractérisé le cheminement ayant abouti aux sanctions que le régime malien a eu à subir de la part de la CEDEAO. Et donc, il faut bien comprendre que nous tous, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, on puisse laisser ou libérer les 49 militaires ivoiriens qui se retrouvent dans les geôles du Mali aujourd'hui. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a toute une histoire qui meuble la vie entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et que toute l'inimitié qui caractérise aujourd'hui ces relations est liée au fait que le président Ouattara a pris une position frondeuse et qu'il a été le plus grand activiste qui a milité véritablement pour que le régime malien puisse être déstabilisé d'une manière ou d'une autre. Et donc, les Maliens, ce sont quand même des humains.
Et donc, c'était au président Ouattara d'être particulièrement précautionneux lorsqu'il doit collaborer avec ce régime-là à qui il a ouvertement déclaré la guerre. J'ai aussi entendu le président Embalo dire qu'en réalité, puisque le secrétaire général des Nations Unies a affirmé que ce ne sont pas des mercenaires, et donc, probablement, ce ne seraient pas des mercenaires. Ce raisonnement n'est pas convaincant. J'aurais bien voulu voir le président Embalo apporter des éléments qui démentent, en fait, toutes les suspicions qu'il y a, tous les faits qui ont corroboré la conclusion ou qui soutiennent la conclusion des dirigeants maliens, estimant que ces 49 militaires seraient des mercenaires. C'est sans doute parce que aucun d'entre nous n'a la conviction ou n'a la preuve qu'ils sont ou non des mercenaires, qu'il faudrait bien entendu que la justice puisse faire la lumière, parce qu'en cela, il n'y a que soit l'accusateur ou alors le juge en charge du dossier qui puisse se prononcer clairement sur la base de l'enquête ou du moins du recoupement qui aura été fait de tous les éléments qui ont amené ou conduit donc au débarquement de ces militaires, de ces 49 militaires au Mali. Tel que Embalo dit, il exclut précisément le Burkina Faso, estimant que les Burkinabés respectent, si vous voulez, la feuille de route et que tout va très bien. Et que le problème, en réalité, c'est avec le Mali et la Guinée. Et donc, l'éventualité d'une sanction peut effectivement être mise sur la table. La CEDEAO est dans son bon droit, en réalité, d'envisager en tout cas des mesures qui permettent à des régimes qui sont venus par des voies non orthodoxes, en tout cas classiques, qui considèrent être des coups d'État, etc., à revenir à la raison. Car cela ne tienne. Il se trouve que dans le contexte précis du Mali, c'est en réalité la communauté internationale qui est en train de distraire les dirigeants maliens en multipliant les problèmes, en multipliant des situations d'attaque, etc., au point de ne plus donc laisser la marge aux dirigeants maliens d'être concentrés sur la feuille de route, en tout cas sur l'échéancier qui a été établi ensemble précisément avec la CEDEAO. Comment on peut comprendre qu'un pays qui fait partie intégrante d'une communauté se plaint d'être agressé et donc ce recours aux Nations Unies avec des éléments de preuve et ne demande en fait qu'à être entendu pour exposer les éléments de preuve dont il dispose afin justement de montrer combien il fait l'objet d'une traque internationale. Et que ces pairs de la sous-région, qui font eux aussi partie de la même communauté, ne soient pas en mesure de soutenir une telle action, alors que justement les conséquences de ces genres d'agressions terroristes sont en train de se métastaser dans l'ensemble de la sous-région. Il y a une forme d'incohérence dans la posture des présidents de la CEDEAO qui nous pousse à plus de réflexion et à nous dire que, ben, écoutez, il y a une forme de trahison. Le président Oumarou Sissoko Embalo, hier défenseur zélé des soi-disant principes de la CEDEAO, se retourne aujourd'hui contre ce qu'il a lui-même contribué à façonner, c'est-à-dire une CEDEAO en contradiction avec elle-même et ses propres textes. Hier encore, Embalo, aux côtés d'autres chefs d'État aux ordres de la France et de l'Occident, croyait devoir édicter des règles de bonne conduite aux États de l'AES, qui avaient simplement fait le libre choix de quitter une communauté ne représentant désormais que l'ombre d'elle-même. Mais voici Embalo pris aujourd'hui à son propre piège, recevant à Bissau une délégation de la moribonde CEDEAO visant officiellement à obtenir un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue en Guinée-Bissau d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Embalo, jadis autoproclamé donneur de leçons de démocratie, semble aujourd'hui fermement opposé à toute médiation et à toute négociation, proférant même des menaces d'expulsion contre la mission de la CEDEAO. Ce qu'il a prôné et défendu hier contre le Niger, le Burkina et le Mali, à savoir le retour à tout prix à la démocratie, il refuse aujourd'hui de se l'appliquer à lui-même. Ce faisant, Embalo apporte tout simplement de l'eau au moulin de l'AES et de ses dirigeants.
Comme quoi l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui ont tort et elle finit toujours par donner raison à ceux qui défendent les aspirations légitimes de leur peuple. Pour rappel, Umaru Sissoco Embalo a dissous 2 fois le Parlement depuis 2020 et estime qu'il peut rester au pouvoir jusqu'au 4 septembre. L'opposition affirme, elle, que son mandat a pris fin le 27 février, un imbroglio qui plonge la Guinée-Bissau dans une nouvelle crise politique. Après avoir écouté cette vidéo, vous convenez avec moi que c'est le même président de la Guinée-Bissau qui était prêt à aller faire la guerre dans des pays de l'AES. Il s'indignait même qu'on ne respecte pas cette parole donnée, qu'on ne fasse pas réellement la guerre, c'est-à-dire qu'on ne porte pas les armes, qu'on n'aille pas tuer des Nigériens pour imposer Bazoum, ou alors Ibeka au Mali, ou que sais-je encore. Aujourd'hui, c'est le même Umaru Sissoco Embalo qui se permet, lui, de dire à la CEDEAO, fichez-moi la paix, et si c'est le chemin, je fais ce que je veux. Ça veut dire qu'il vient de cracher sur la CEDEAO et démontrer à suffisance que ce que les présidents de l'AES disent depuis, en fait, c'est fondé et c'est justifié. La CEDEAO n'existe que par le nom. Le président Gbagbo l'a déjà dit. D'ici 10 ans, elle n'existera même plus. Il faut aujourd'hui trouver des accords financiers, des accords économiques, pouvoir créer donc une institution ou alors une organisation sur la base de ça. Parce que tant qu'on ne sort pas du franc CFA, on ne pourra pas avoir une organisation crédible. Parce que toute organisation qui continue à utiliser le franc CFA, ça veut dire cette monnaie qui est gérée depuis l'Élysée, cette organisation ne pourra pas me dire qu'elle peut avancer. Et donc aujourd'hui, il faut créer un organisme qui va pouvoir discuter de ce problème monétaire, trouver des solutions, avoir une stratégie pour pouvoir croire à ce que nous, Africains, nous voulons faire. La CEDEAO n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit et se monter à elle-même parce qu'elle est financée depuis l'extérieur et les décisions viennent de l'extérieur. Donc quand le président guinéen aujourd'hui prend cette position et menace la CEDEAO, il sait de quoi il parle, il sait de quoi il s'agit. Il sait très bien que ceux-là ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a rien. Il ne compte même pas sur eux. Pour vous dire à quel point il est minimise, c'est qu'aujourd'hui, il était à Paris, rencontrait M. Emmanuel Macron. Et il a posté des vidéos. Ça veut dire qu'il s'en fout de vous. Il part discuter avec Macron s'il peut faire ça ou ça ou ça. Comme Macron valide, il rentre, il pose, il vient faire ce qu'il a à faire. Dès qu'on le voit avec Macron, la CEDEAO sait que c'est terminé pour voir alors ce qu'on va le faire ce qu'il veut. Voilà. Des maîtres de maison. Et voilà, qui ne veulent pas vraiment prendre un changement. Pourtant, le changement, c'est une bonne chose. Vous pouvez faire 2 mandats si vous avez le droit. Et si vous n'avez pas le droit, faites ce que vous avez à faire et partez. Laissez la place à un nouveau venu. C'est la chose la plus simple à faire. La team, nous apprenons aussi aujourd'hui que Clotaire Olingi Nguema a officiellement annoncé sa candidature. Aujourd'hui, il a 50 ans, c'était son anniversaire. Il a profité de ce moment de bonheur pour dire à ses militants sympathisants qu'il est donc candidat. Et moi, je vois des personnes qui s'indignent sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Moi, perso, ça ne me choque absolument pas. C'est un Gabonais comme tous les Gabonais. Et si la condition dit qu'il a le droit, alors il aura le droit et qu'il pose sa candidature et qu'il affronte enfin les autres candidats. Pourquoi il n'aura pas le droit d'être candidat? Je ne comprends pas. Parce qu'il est militaire, on m'a dit donc qu'il a démissionné de l'armée selon la constitution et que maintenant il est un civil qui peut donc être président de la République. Pour moi, ça ne devrait pas être un problème que M. Olingi Nguema soit candidat parce qu'il est ivoirien, il est gabonais comme tous les Gabonais. Le problème, c'est de ne pas respecter la constitution. Est-ce que les lois lui permettent d'être candidat? C'est ça le problème. Si elles permettent à ce qu'il soit candidat, alors il n'y a pas de problème. Parce qu'il est aussi gabonais que tous les autres Gabonais. Et c'est seul aux Gabonais d'en décider qui gagne ou qui ne gagne pas. En ce qui me concerne, s'il arrange aujourd'hui le peuple gabonais, bah, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. C'est leur combat. Ils ont eu une famille qui a gouverné pendant 50 ans. Un peu comme au Cameroun, il y a un monsieur qui gouverne depuis 43 ans et bientôt 50 ans. Tant qu'il est là, il n'y aura pas de changement. Peu importe celui qui viendra, pour moi, c'est bon à prendre tant que lui n'est plus là. Donc aujourd'hui, Olingi Nguema peut avoir sa chance et les Gabonais seuls vont en juger. Et nous les Africains, si c'est nécessaire ou si ce n'est pas nécessaire. Ceci dit, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.